François Hollande a présidé les cérémonies du 11 novembre. Il était à Paris ce matin. Le temps fort de la journée vient de se dérouler à Notre-Dame de Lorette, dans le nord de la France, avec l'inauguration de l'anneau de la mémoire. Un climat d'extrême tension au Proche-Orient alors qu'on commémore le 10e anniversaire de la mort de Yasser Arafat. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déposé une gerbe ce matin sur la tombe et s'en est pris vivement au Hamas. La Coupe d'Afrique des Nations n'aura pas lieu au Maroc, décision dont nous parlons dans un instant avec Benoît Perrochet, décision de la Confédération africaine de football. Bienvenue donc à toutes et à tous si vous nous rejoignez pour ce nouveau journal sur France 24. On commence donc avec cette information relative à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Ce ne sera pas au Maroc, c'est désormais officiel. Et en plus, l'équipe nationale du Maroc est disqualifiée. Décision de la Confédération africaine de football en raison du refus du Maroc d'organiser la compétition aux dates prévues. On va en parler tout de suite. Benoît Perrochet, bonsoir, merci de nous rejoindre. Cette histoire de l'épidémie d'Ebola qui, depuis le début, fait peur au Maroc et maintenant on en arrive au fait que la compétition ne se passe pas au Maroc. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Qu'est-ce qui peut se dérouler maintenant? Oui, vous savez que le Maroc, samedi dernier, avait demandé un report d'une année supplémentaire à la CAF en raison de cette épidémie d'Ebola qui a déjà fait plus de 4800 victimes sur le continent. Alors l'annulation, elle semble exclue vu les pertes financières que ça engendrerait. L'annulation de cette CAN, les pertes financières pour la CAF. Ça fait plusieurs semaines que la CAF, que la Confédération africaine de football, elle est à la recherche d'un plan B. Elle a consulté certains pays pour leur demander de remplacer le Maroc au pied levé, l'Afrique du Sud qui a accueilli la dernière Coupe d'Afrique des Nations et surtout la Coupe du Monde en 2010. Elle a les moyens, elle a les infrastructures pour organiser la compétition, sauf qu'il y a un problème de budget. Elle a décliné la proposition de la CAF. Le Ghana et l'Algérie ont également décliné. Le Nigeria, lui, serait intéressé. Il a l'avantage de disposer déjà de plusieurs stades, dont un de plus de 30 000, une enceinte ultra moderne située du côté de Ouyo. Mais il y a un problème, vous le savez, de sécurité dans le nord du pays avec la présence du groupe terroriste Boko Haram. L'Angola, qui avait accueilli la compétition en 2010, a également fait savoir qu'il était intéressé. Dernière option, une co-organisation. C'est le cas, mais ça, la co-organisation, c'est pas une option qui plaît littéralement à la Confédération africaine de football. Plusieurs associations néanmoins ont pourtant fait part de leur intérêt conjoint. C'est le cas du Gabon et du Cameroun, du Gabon et de l'Angola. En tout cas, la décision, elle va intervenir dans les heures qui viennent, voire dans les jours qui viennent, puisque les éliminatoires se poursuivent. Le 16 novembre, on connaîtra tous les pays qualifiés. Ça va aller très très vite maintenant. Il va falloir prendre une décision rapidement. Merci Benoît Perrochet pour donc toutes ces pistes possibles de ces pays qui pourraient ou pas accueillir la CAN. En tout cas, c'est sûr, ce ne sera pas au Maroc en janvier-février de l'année prochaine. Merci encore Benoît. On en vient aux cérémonies du 11 novembre qui ont eu une résonance particulière aujourd'hui en France puisqu'elles devaient boucler une année de commémoration du centenaire de la guerre de 14-18. On a appris tout à l'heure dans le discours du président François Hollande qu'il y aurait en fait une nouvelle grande commémoration en 2016. En tout cas, aujourd'hui, dans tous les villages français et dans la capitale, le clairon a sonné l'armistice. Et dans ce site de Notre-Dame de Lorette, dans le nord de la France, le président de la République a inauguré l'anneau de la mémoire en hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale tombées sur le champ de bataille dans cette zone. Un monument absolument immense, un cercle fait de 500 plaques qui réunit les noms de 580 000 soldats, imaginez près de 600 000 soldats inscrits par ordre alphabétique, toutes nationalités confondues. Sur ce monument. On va écouter le chef de l'État, François Hollande. Ces commémorations, elles sont également faites pour nous rappeler à nos devoirs, dirigeants du monde, citoyens aussi du monde, nos devoirs pour la paix, pour la sécurité, pour les droits de l'homme, pour la démocratie. Et à chaque fois que le nationalisme ressurgit, à chaque fois que les idéologies
de haine refont surface. À chaque fois que les séparatismes s'exacerbent, alors nous devons nous souvenir de l'engrenage infernal de l'été 1914. Et on retrouve James André, notre envoyé spécial, sur ce site de Notre-Dame de Lorette. James, le président, a appelé le monde entier, finalement, à tirer les leçons de l'histoire. Est-ce qu'on peut résumer ainsi son discours ? Oui, effectivement, c'était vraiment le message de François Hollande et c'est aussi le message de cet anneau de mémoire sur lequel, donc, vous l'avez dit, 580 000 noms de soldats tués dans cette région, uniquement entre 1914 et 1918, durant cette grande guerre, sont inscrits dans la pierre. Un anneau qui est en équilibre sur le bord de cette colline pour rappeler que la paix est fragile. Ça aussi, François Hollande l'a rappelé dans son discours. Et c'est un endroit, évidemment, chargé d'histoire et d'émotion, cette colline de Notre-Dame de Lorette. Tout à l'heure, je parlais à un historien qui me disait qu'aucun arbre, aucune maison, aucun bâtiment sur cette colline ne date d'avant 1914, car tout avait été détruit. Juste ici, derrière moi, il y a un cimetière entre moi et cet anneau, dans lequel sont enterrés 43 000 combattants qui ont été tués durant cette guerre. Plus de 20 000 dont les os sont disséminés dans des ossuaires. 7 ossuaires. Ça rappelle l'horreur absolue des combats qui se sont déroulés ici en 1914 et 1915. Donc voilà, c'est vraiment le message qui est porté par cet anneau et par ce discours de François Hollande et c'est cette cérémonie qui est donc le point d'orgue pour 2014 du centenaire de la Grande Guerre et qui effectivement vient de s'achever il y a quelques minutes alors que le président de la République était en train de serrer la main des gardes de Lorette, ces 4000 bénévoles qui s'occupent de ce site à longueur d'année. Merci beaucoup, James André. C'est vrai que si vous voulez en savoir plus sur les profils, les histoires de ces poilus, il existe désormais une mémoire numérique grâce au site du centenaire. En tout cas, les descendants des poilus alimentent les réseaux sociaux également avec les journaux de guerre de leurs ancêtres. Romane n'avait jamais vu ces photos de famille vieilles d'un siècle. Celle de son arrière-arrière-grand-père sur le chemin des Dames en 1914. Agrégé d'histoire-géographie, le lieutenant François Thomas passera près de 2 ans dans les tranchées de l'Aisne avant d'être blessé par un obus en mai 1916. Il avait eu la mâchoire abominablement fracturée, il avait perdu un œil, la moitié de la face lui avait été arrachée, il avait perdu toutes ses dents. Et on l'a mis sur le poste, il s'est un petit peu reposé sur une charrette, et debout, il a demandé à son capitaine ce qu'il devait faire. C'est pas quelqu'un qui disait, bon, je vais fuir, il a dit, peut-être je vais mettre un bandage, je vais continuer le combat. Hospitalisé pendant plusieurs mois, François Thomas devient l'une des nombreuses gueules cassées de 14-18. À ses héritiers, il transmet un témoignage précieux, son journal de guerre, publié aujourd'hui sous la forme d'une page Facebook. Le quotidien des tranchées, que Romane suit jour après jour, 100 ans plus tard exactement. J'ai vu passer le corps d'un de mes hommes. Un obus a emporté le sommet de sa tête. Pauvre garçon, nous l'avons enterré ce matin au bord de la route, sous un plumier. Au moment de le mettre en terre, des papiers sont tombés de sa poche. C'étaient des lettres de sa femme et une photographie de son mariage. Il avait 23 ans. Une partie des manuscrits du lieutenant Thomas est conservée à la mairie de Viroflay, la ville où il s'est établi après la guerre. C'est l'archiviste qui a eu l'idée de mettre en valeur le témoignage du poilu sur les réseaux sociaux. Chaque jour, grâce à elle, François Thomas poste virtuellement sur Facebook des extraits de son journal. C'était vraiment le meilleur moyen pour redonner vie justement à ce qu'ont vécu ces soldats dans les tranchées. Parfois, c'est juste des petites choses comme le quotidien, mais on se rend compte justement, ça nous confronte vraiment à la réalité de ce qu'ont vécu ces hommes dans les tranchées. 1er octobre. Les balles sifflent continuellement au-dessus de nos têtes. Les obus éclatent de 11 octobre. Si je me